Jean-François Amadieu, bonsoir. Vous êtes sociologue, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes directeur de l'Observatoire des discriminations. Donc justement, est lancée cette semaine, je cite, la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Le gouvernement, à cet égard, va lancer une campagne de testing à l'embauche. Alors, Jean-François Amadieu, est-ce que vous savez comment le gouvernement va s'y prendre pour faire ces testings à l'embauche, comme on dit? Ce test, quoi, ces campagnes de test. Oui, le ministère du Travail a pris la décision, il y a plus d'un an, de lancer ce test. Et donc, pendant plusieurs mois, des CV quasiment similaires vont être envoyés. Et il y aura une différence sur les paires de CV envoyés, puisque sur certains CV, on trouvera un nom et prénom qui signalera une origine extra-européenne d'un pays, par exemple, africain ou d'Afrique du Nord. Alors, Jean-François Amadieu, précisément, l'Institut Montaigne a réalisé ce test que vous venez de décrire à l'automne dernier. Il a envoyé toute une kyrielle de CV. Voilà, c'était les mêmes CV, mais les prénoms étaient différents. Alors, on s'aperçoit que quand c'est Michel qui envoie un CV, au bout de 5 envois, il décroche un entretien. Nathalie, au bout de 4 CV, décroche un entretien. Dove, alors là, ce sont des prénoms juifs, Dove et Esther. C'est 7 CV, 5 CV. Et enfin, les prénoms d'origine musulmane, Samira, 6 CV. Et Mohamed doit envoyer 20 CV pour décrocher un entretien d'embauche. Décrocher simplement un entretien d'embauche. On s'aperçoit que la discrimination, elle cible particulièrement les garçons d'origine musulmane. Oui, alors attention tout de même, c'est sensible au type d'emploi. Ouais. Parce que par exemple, pour des emplois dans l'informatique, on avait déjà vérifié qu'il y avait moins de problèmes peut-être pour un garçon dans ce cas, même s'il s'appelle Mohamed. Mais c'est vrai que les garçons sont davantage concernés, d'autant que dans le test qui avait été mené pour l'Institut Montaigne, on s'était intéressé aussi à des profils où la personne est manifestement pratiquante. Ah oui. Donc on sait qu'elle est pratiquante, elle ne s'appelle pas simplement Mohamed. Elle avait revendiqué une pratique religieuse. Dans le CV, on sait que la personne a une pratique religieuse. Et effectivement, dans ce cas, c'est un élément qui paraît être plus inquiétant pour les employeurs que simplement le nom et le prénom, qui par eux-mêmes suffisent à entraîner une discrimination. Le prénom suffit. Alors, est-ce qu'il faut cacher les noms et les prénoms à l'employeur? C'est le fameux CV anonyme. Oui, bien sûr. Alors, c'est une solution qui est absolument évidente et elle est utilisée, vous savez, déjà dans le système éducatif. Lorsqu'on passe un baccalauréat dans l'enseignement supérieur, la copie d'examen est cachetée. Et elle l'est depuis très très longtemps parce qu'on se doute bien qu'il ne faut pas mettre ni une photo où on pourrait voir que la personne est de couleur noire ou blanche, ni avoir un nom et un prénom. Donc pour des tas de raisons, on pense que c'est mieux. Et pour le recrutement, c'est la même chose. D'ailleurs, dans la fonction publique, c'est ce qu'on fait depuis très longtemps. Il y a un caractère impersonnel. Est-ce qu'on peut vraiment anonymiser un CV? Parce qu'il suffit de mettre option, je sais pas moi, latin-grec, équitation... Et puis on voit bien que ça ne vient pas du 93, comme on dit. Oui, mais alors justement, par exemple, quand vous dites équitation, vous prenez un CV américain. Ouais. Sur le CV américain, vous n'avez pas les loisirs, les sports, les activités un CV privées. aseptisé, donc. C'est un CV dans lequel on va trouver les compétences, les expériences, c'est-à-dire ce qui compte. Et ce qui, finalement, est secondaire, par exemple, dans aucun CV américain, vous ne verrez jamais une photo. Non seulement parce qu'il s'agit qu'on ne voit pas si la personne est noire ou blanche, mais aussi c'est parce que, tout simplement, ça n'a pas de sens. Jean-François Amadieu, il y a un contre-exemple aussi. On dit que les recruteurs, quand ils voient un CV qui vient du 93, que la personne s'appelle Mohamed, et qu'elle a fait HEC, qu'elle a fait Polytechnique, on se dit, eh bien celui-là, il doit être sacrément brillant, vu les difficultés de son milieu au début. S'il arrivait à faire Polytechnique et HEC, c'est que ça doit être une perle rare. Et on se rend compte qu'au contraire, oui, les employeurs avaient tendance à survaloriser ce type de CV. Alors, ce que vous dites est très intéressant, car en effet, c'est l'argument qui a été utilisé par des chercheurs, des économistes qui avaient évalué les effets du CV anonyme. L'argument que vous venez de mentionner a été repris par le président de la République lui-même, qui considère que finalement, il vaut mieux savoir que la personne est issue de l'immigration, et du coup, on va être plus indulgent, et même on va reconnaître ses mérites. Malheureusement, ça supposerait que les employeurs pratiquent de façon massive une forme de discrimination positive. Au fond, ils tiendraient compte du nom ou du prénom pour donner des chances supplémentaires à quelqu'un dont le CV est peut-être moins bon ou alors qui paraît plus méritant. Ça, c'est malheureusement, enfin, ou heureusement, j'en sais rien, mais c'est une hypothèse qui n'est pas vérifiée dans les faits. Et vous verrez, on peut déjà prendre les paris maintenant, que lorsque au mois de septembre, nous aurons les résultats du testing qui est lancé par le ministère du Travail, nous constaterons à nouveau qu'il y a bien une perte de chance
toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'un CV équivalent, il y a bien une perte de chance en raison du patronyme. Et non pas l'inverse. C'est un peu de la blague de dire les employeurs vont donner une chance supplémentaire parce que la personne est originaire d'un milieu compliqué. En moyenne, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire là, il faut insister là-dessus. C'est pareil en France, c'est pas les Français en particulier. En Europe, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas avoir un CV sur lequel vous mettez un patronyme signalant, par exemple, la religion musulmane ou bien une personne issue de l'immigration. Vous ne pouvez pas avoir un tel CV qui ait plus de chances qu'un autre. Alors, est-ce que l'idée de la discrimination positive, d'inciter fiscalement, par la loi, avec des quotas, ces personnes dont les prénoms sont perçus négativement par les employeurs? Alors, c'est un type de proposition, je dirais, qui est assez iconoclaste. C'est vrai qu'on le trouve parfois, mais c'est une vieille solution qu'on avait inventée dans le contexte américain des années 60, qu'on a trouvé également en Afrique du Sud, dans un certain nombre de pays qui avaient connu effectivement une très très forte discrimination en sens inverse. Mais aujourd'hui, c'est totalement inadapté. D'abord, il faut un point très clair, c'est que tous les sondages montrent que les Français ne le souhaitent pas. Bon, l'opinion des Français, quand on leur demande, c'est qu'ils veulent du CV anonyme, du concours, disons un traitement plus objectif possible des compétences. Mais non à la béquille, non au quota. Non, alors la béquille est assez rejetée. Alors surtout, le problème principal, c'est qu'il faut rappeler qu'il y a 20 motifs de discrimination en France. Nous sommes en train de parler des origines nationales ou de la question religieuse, mais vous savez qu'il y a la question de l'âge, du sexe, de l'apparence physique, etc. Il y a beaucoup de motifs de discrimination. Et dès lors, si vous choisissez de donner un coup de pouce ou une subvention parce que vous prenez Mohamed plutôt que Patrick, que faites-vous pour qui est en surpoids, pour Sandrine qui est obèse, qui est en surpoids, qui est discriminée? Que faites-vous pour Gérard qui est un peu plus âgé? Qu'est-ce qu'on fait pour tous ceux qui sont discriminés pour un motif ou pour un autre? Il y a 20 motifs. Donc on ne peut pas. Cette solution de discrimination positive est beaucoup trop simpliste. Et de plus, je crois qu'aujourd'hui, elle heurte vraiment les Français. Vous parliez donc justement des personnes qui seraient en surpoids, de l'âge, etc. Quels sont les autres types de discrimination? Je ne sais pas, est-ce que par exemple les homosexuels sont l'objet de discrimination? Est-ce que la communauté asiatique est l'objet de discrimination? Parce qu'on en parle beaucoup moins. Oui. Ou en tous les cas, je ne sais pas si... Alors, en fait, dans le domaine des discriminations, si vous voulez, il y en a, une fois de plus, il y en a beaucoup. Mais évidemment, si on juge... Voilà, il faut les hiérarchiser par, je dirais, le nombre de personnes concernées. Et si vous prenez l'ampleur du phénomène, par le nombre de personnes concernées, par l'ampleur aussi de cette discrimination, on constate qu'au recrutement, par exemple, l'orientation sexuelle est une mode de discrimination de très faible ampleur. Si sur les personnes d'origine asiatique, il y a également une faible discrimination. En revanche, bon, vous allez avoir aujourd'hui... La communauté musulmane, et depuis le 13 novembre, ça s'est aggravé. C'est très clair, ça a déjà été... On le sait, mais c'est tout à fait logique. Pour d'autres raisons qu'il faut ajouter, c'est que les employeurs sont aussi soucieux, très souvent, de ce qu'ils appellent l'ambiance dans les équipes de travail, la relation à la clientèle, et dès lors, le look vestimentaire, les comportements au travail, peuvent inquiéter les employeurs, c'est-à-dire une pratique religieuse un peu intensive qui parfois inquiète les employeurs. Voilà, eh bien, merci beaucoup de venir nous sensibiliser donc, sur ces problèmes de discrimination alors que s'ouvre cette semaine la semaine d'éducation d'action contre le racisme et l'antisémitisme avec des spots qui passeront à la télé qui sont assez frappants. Merci beaucoup Jean-François Amadieu, donc sociologue, directeur de l'Observatoire des discriminations. Restez avec nous tout de suite, Yves Calvi, c'est dans l'air qui revient sur l'arrestation de Salah Abdeslam à Molenbeek. Existe-t-il en France des quartiers comparable à Molenbeek? En quoi la menace terroriste est-elle à un niveau, je cite, très élevé, comme l'a rappelé Manuel Valls? C'est dans l'air est intitulé ce soir Abdeslam, réseau et complicité.